La naissance d'un premier enfant est un événement qui transforme radicalement la vie de tout nouveau parent. C'est un moment plein d'émotions intenses, de joie débordante et d'anticipation mêlée d'anxiété. Pour les nouveaux parents, ce voyage vers la parentalité est une aventure remplie de défis au quotidien. De la préparation de l'arrivée du bébé à l'émerveillement face à ses premiers cris, cette période charnière marque le début d'une transformation profonde où l'amour et la responsabilité se mêlent dans un tourbillon d'émotions, façonnant ainsi un lien indestructible entre les parents et leur nouveau-né. Parfois, le stress et la dépression prennent le dessus. Certains parents craquent au point de vouloir nuire à cet être si innocent qu'ils ont tant désiré. Nuire ou le faire disparaître à tout jamais en l'empoisonnant par exemple. C'est ce dont on va parler dans l'affaire du jour. Bonjour à tous, ici Morgiane, j'espère que vous allez bien. L'affaire du jour commence par un heureux événement. Patricia et David Stallings, fraîchement devenus parents, accueillent en 1989 leur premier enfant, Ryan. Biberon, changement de couche et nuit blanche, la vie de nouveaux parents n'est pas de tout repos. Le rythme de vie est chamboulé, mais Patricia et David ont hâte de voir où va les mener cette nouvelle aventure. Ils n'ont Dieu que pour le petit Ryan, leur petit trésor. Mais coup dur, le 9 juillet 1989, le bébé, alors âgé d'à peine 3 mois, tombe subitement malade. Déjà depuis la naissance, Ryan souffre de problèmes gastriques chroniques puisqu'il présente des reflux gastro-œsophagiens douloureux. En gros, il souffre de remontées acides. Mais là, son état s'aggrave brusquement. Le nourrisson a beaucoup de mal à respirer. Il vomit presque en continu, son état cette fois semble grave. Alertée par l'état de son fils, Patricia se précipite à l'hôpital pour enfants où travaille le pédiatre qui suit Ryan depuis sa naissance. Mais dans la panique, la mère se trompe de route. Elle prend la mauvaise sortie sur l'autoroute. Cette sortie qu'elle a prise l'amène tout droit vers l'hôpital Cardinal Glennon à Saint-Louis, dans l'état du Missouri. C'est le service des urgences et au vu de l'état de Ryan, elle se dit que ce n'est pas grave. Si elle va dans un autre hôpital, qu'il n'y a pas de temps à perdre, donc elle décide de ne pas rebrousser chemin pour aller voir le pédiatre de l'hôpital pour enfants. Elle poursuit la route. Là-bas, le bébé est immédiatement reçu dans l'unité de soins intensifs. Ryan ne réagit pas, il est dans un état comateux, léthargique. Il ne va pas bien, mais les médecins sur place galèrent en fait à trouver la cause de son état. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas combien de temps il devra rester hospitalisé, ni même si le bébé va s'en sortir. C'est le coup de massue. Patricia et David, de leur côté, sont angoissés et anxieux face à ces mauvaises nouvelles. Ils prient pour que les médecins trouvent de quoi souffre leur enfant pour le soigner. Ils espèrent de tout cœur que leur fils va s'en sortir. Ils sont tellement inquiets qu'ils ne quitteront pas l'hôpital pendant toute la durée d'hospitalisation de Ryan. Ils louent une chambre d'hôpital pour rester auprès de leur enfant. Les médecins, de leur côté, continuent à investiguer pour trouver la cause de l'état de détresse intense dans lequel se trouve Ryan. Ils font divers examens médicaux, des prises de sang, des analyses d'urine, etc. 3 jours plus tard, les soignants ont enfin pu poser un diagnostic. La nouvelle tombe, il semblerait que le petit Ryan ait été empoisonné par de l'acétone et de l'éthylène glycol. L'acétone et l'éthylène glycol sont 2 substances facilement trouvables dans n'importe quel foyer. L'acétone se trouve par exemple dans le dissolvant pour vernis à ongles, et l'éthylène glycol se trouve essentiellement dans l'antigel utilisé pour les voitures ou dans certains systèmes de radiateurs dans les maisons. Les Stallings confirment avoir du dissolvant pour vernis à ongles et de l'antigel, mais sont surpris des conclusions des médecins. Effectivement, ils ne voient pas comment ces substances hautement toxiques en cas d'ingestion auraient pu être administrées à Ryan.
D'autant plus, je vous le rappelle, on parle quand même d'un bébé de 3 mois, donc il ne sait pas encore se déplacer ni farfouiller un peu partout. C'est plutôt vers l'âge de 1 an et demi, 2 ans que les enfants sont curieux et commencent à toucher un peu à tout et à mettre tout dans la bouche. Mais à 3 mois, ceux qui ont des enfants ou des frères et sœurs en très bas âge le savent, un nourrisson ne fait que manger, faire ses besoins et dormir. Tout simplement. Alors, se pourrait-il que quelqu'un de malveillant lui ait donné ces substances toxiques, par exemple dans un biberon? Cette question-là persiste dans l'esprit des médecins. Les parents de Ryan paraissent sincèrement s'inquiéter de la santé de leur bébé, et ce n'est pas la première fois qu'on voit des tueurs de sang-froid avec un très bon jeu d'acteur, alors qui sait, l'enfant a peut-être été empoisonné volontairement par ses parents. Dans le doute et par méfiance, le personnel soignant ne confronte pas les parents et ne les accuse pas non plus. Mais il décide que pendant toute la durée d'hospitalisation de Ryan, les parents ne devront jamais rester seuls avec lui, et il devra à chaque fois y avoir aussi la présence donc d'une infirmière ou d'un médecin. Par acquis de conscience, ils font également un signalement auprès des responsables de l'hôpital. Eux, de leur côté, informent le shérif de la ville et les services à la famille, un équivalent des services sociaux chez nous. Le jour même du signalement aux autorités, Patricia et David sont convoqués par le bureau du shérif. Les deux époux sont interrogés séparément, les policiers commencent par Patricia, et une chose est sûre, ils ne passent pas par 4 chemins. Ils disent à la jeune femme qu'ils savent qu'elle ou son mari a délibérément empoisonné Ryan. Ils lui demandent aussi s'il y a des conflits ou des violences au sein du couple. Et face aux accusations, Patricia est furieuse qu'on puisse la penser capable de faire du mal à son propre enfant. Elle est choquée par de telles accusations et nie absolument tout en bloc. Pendant ce temps, bébé Ryan est toujours à l'hôpital, il se rétablit tout doucement, reprend des forces petit à petit. Ce petit bout de chou est un vrai bâton, il s'est accroché à la vie, il va de mieux en mieux et au bout de 12 jours d'hospitalisation, il peut enfin quitter l'hôpital. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il ne rentre pas à la maison avec ses parents, il est confié à une assistante sociale qui se charge de le placer dans une famille d'accueil. C'est le deuxième coup de massue pour le couple Stallings. Non seulement ils sont soupçonnés d'avoir voulu nuire à la santé de leur enfant, mais en plus on leur retire la garde de ce dernier. Patricia et David ne sont autorisés à voir Ryan qu'1 heure par semaine chaque jeudi et sont sous surveillance permanente. Ils ne sont jamais laissés seuls dans la même pièce avec Ryan. Les entrevues se passent plutôt bien. Au cours de la 6e visite parentale, le 31 août 1989, Patricia est laissée seule avec Ryan pendant vraiment un court laps de temps, à peine une dizaine de minutes. 3 jours après cette visite, Ryan se retrouve de nouveau dans un état grave, comme lors de la première crise. Il vomit plusieurs fois, il est dans un état léthargique et se retrouve dans le même service de l'hôpital Cardinal Glennon de Saint-Louis. On lui refait les mêmes examens, le diagnostic est toujours le même, empoisonnement à l'acétone et notamment à l'éthylène glycol. Le prélèvement est analysé par 2 laboratoires différents et les conclusions sont identiques. Il se trouve même que cette fois-ci, la quantité de poison retrouvée dans l'organisme du bébé est beaucoup plus élevée que lors de sa première hospitalisation. Donc en gros, pour résumer, on a Ryan qui allait beaucoup mieux. Il est laissé quelques minutes seul avec sa mère pendant la visite parentale. À noter qu'elle lui a donné le biberon. Et comme par hasard, le lendemain, il refait une grave crise. Ça semble tout de même assez gros pour être le fruit du hasard, vous pensez pas? En tout cas, c'est bien ce que pensent les enquêteurs mis sur cette affaire qui ne tardent pas à obtenir un mandat d'arrêt à l'encontre de Patricia. La jeune maman est menottée et emmenée au commissariat où elle est de nouveau interrogée. Ça ne change pas, elle clame son innocence, mais rien n'y fait. Elle est inculpée pour tentative d'empoisonnement contre son fils et placée en détention provisoire. Pendant ce temps, bébé Ryan est toujours en soins intensifs à l'hôpital Cardinal Glennon. Le nourrisson lutte pour survivre, mais cette fois, il semble qu'il est malheureusement en train de perdre la bataille. Il est placé sous respirateur artificiel, les médecins ne sont pas du tout optimistes et informent son père David que Ryan n'en a plus pour très longtemps. Le 7 septembre 1989, le jeune père de famille fait ses derniers adieux à son petit bébé Ryan. David fait des démarches pour que Patricia puisse assister à la fin de vie de son enfant.
puisque les machines vont être éteintes. Les demandes sont toutes rejetées par le juge. Patricia ne pourra pas serrer une dernière fois son fils dans ses bras, ni lui dire adieu. Ce même jour, à 18h30, le petit Ryan est déclaré mort. Le soir même, David se rend à la prison où est incarcérée sa femme pour lui annoncer la terrible nouvelle. Et Patricia, rendez-vous compte, ne sera même pas autorisée à assister aux funérailles de son propre fils. Une chose est sûre, Ryan n'est plus, et de ce fait, l'inculpation de Patricia pour tentative de meurtre par empoisonnement se transforme automatiquement en accusation de meurtre au premier degré, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation. Patricia reste en prison en attendant son procès. Et surprise, pendant sa détention, Patricia apprend qu'elle est enceinte. Elle poursuit sa grossesse en prison. Vous vous en doutez, l'arrivée de l'enfant est à la fois un moment heureux et triste en même temps. Patricia n'a pas encore eu le temps de faire le deuil de son fils et voilà qu'elle retombe enceinte. Par ailleurs, quelle vie va-t-elle pouvoir offrir à ce petit être fragile qui grandit en elle? Elle ne peut pas élever un enfant en prison et sait que dès la naissance, l'enfant sera lui aussi, comme son défunt frère, placé en famille d'accueil. Et même David, son mari, qui pourtant n'est accusé d'aucun crime, eh bien, on lui refuse le droit de la garde de cet enfant à naître. Patricia ne le sait pas encore, mais cet enfant est peut-être son ticket de sortie pour la prison. J'en dis pas plus, on en reparlera plus tard. Les mois passent et Patricia, toujours derrière les barreaux, accouche à 8 mois de grossesse d'un beau bébé en parfaite santé le 27 septembre 1990. Le bébé est un garçon que les parents appellent David Stalling Jr. Tradition purement américaine, il a le même prénom que son père. Alors pour la suite de l'histoire, je vais appeler le bébé Junior pour ne pas qu'on le confonde avec son père David. Comme prévu, tout de suite après l'accouchement, le nouveau-né est directement placé en famille d'accueil où il sera en sécurité, à l'abri de tout risque d'empoisonnement. Enfin, c'est ce que pensent les autorités. Parce qu'à votre avis, que va-t-il se passer ? Eh bien, rebelote. À 2 semaines de vie à peine, le petit Junior est emmené en urgence à l'hôpital pour enfants de Saint-Louis. Et figurez-vous qu'il a exactement les mêmes symptômes que son défunt frère Ryan. Des vomissements, un état de la vigilance complètement altéré, il a l'air dans les vapes et ne réagit pas aux stimuli. Par chance, entre guillemets, Junior n'a pas été emmené dans le même hôpital que son grand frère. Il est dans un hôpital spécialisé pour les maladies de l'enfant. Des analyses et des tests génétiques sont faits, et au bout d'un mois, la nouvelle tombe. Junior est atteint d'une maladie génétique extrêmement rare. Il a une MMA, une acidémie méthylmalonique. Un nom un peu barbare pour dire qu'il assimile très mal certains aliments, notamment les protéines. Et dans cette maladie, le corps du malade produit de l'acide propionique, un composé dont la structure chimique ressemble beaucoup à celle de l'éthylène glycol qu'on retrouve dans l'antigel. Et là, l'histoire fait un revirement à 180 degrés. Puisque les enquêteurs qui ont mis Patricia derrière les barreaux en attendant son procès pour le meurtre de Ryan ont un doute. Ils se demandent si Ryan n'était pas aussi malade de la MMA, ce qui expliquerait que les analyses au laboratoire auraient démontré la présence d'une substance qui ressemble à de l'éthylène glycol. Et en attendant les conclusions de la nouvelle investigation, Patricia est libérée de prison. Néanmoins, le procureur, un certain McElroy, n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Il est persuadé que Patricia est bel et bien l'assassin de Ryan et que même si Junior est malade de la MMA, rien ne prouve que Ryan était malade aussi. Pour lui, le procès aura bien lieu en 1991 et pendant ce procès, il a été interdit, et écoutez bien, c'est étonnant, il a été interdit à l'avocat de Patricia de parler du fait que Junior et Ryan avaient exactement les mêmes symptômes de la maladie et que Junior était malade de la MMA. Et sans pouvoir présenter aux membres du jury ces deux informations qui sont capitales, le procès de la mère de famille semble perdu d'avance. Les témoins, appelés par l'accusation, des travailleurs sociaux pour la plupart, décrivent comment Patricia semblait peu affectée par le décès de Ryan, et les enquêteurs disent avoir retrouvé des bouteilles d'antigel chez les Stalling, dont une à moitié vide. Donc on se focalise vraiment sur ce côté Patricia qui, a priori, ne rentre pas dans le moule dans sa façon de faire le deuil de son fils, sauf que j'ai envie de dire, on fait un peu chacun le deuil à notre manière.
Et puis il se focalise sur l'antigel, en accablant à chaque fois la famille en disant ils avaient de l'antigel, on a laissé Patricia seule avec Ryan, et comme par hasard il est tombé malade le lendemain, etc. À aucun moment on parle potentiellement de la maladie de Ryan, à aucun moment on ne parle de la maladie de Junior, on ne dit pas que Ryan était peut-être aussi malade de la MMA, et en aucun cas on parle des symptômes qui étaient les mêmes entre Ryan et Junior. Ce qui fait que malheureusement, le 31 janvier, après 10 heures de délibération, sans surprise, finalement, le jury déclare Patricia coupable du meurtre au premier degré et d'agression avec arme mortelle, donc un empoisonnement sur son fils Ryan. Le 4 mars, sa peine est fixée, elle sera emprisonnée à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Patricia est anéantie à l'annonce du verdict. David fait un malaise qui lui vaudra un séjour à l'hôpital. Les espoirs du couple s'envolent. C'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Stalling. Non, je plaisante. Vous me connaissez, j'aime bien vous exposer quand même des histoires un peu plus complexes. Et dans cette affaire, on est loin d'en avoir fini. Et on a espoir que ça se termine bien pour une fois dans une affaire de true crime. Donc faisons le point. Là, Patricia est en prison pour un crime qu'elle nie avoir commis. David vit seul dans le désespoir. Junior est en famille d'accueil et n'a quasiment aucun contact avec ses parents. Clairement, le tableau n'est pas rose. Et ça tombe bien, entre guillemets, puisque il se trouve que les histoires tragiques et mystérieuses intéressent beaucoup les chaînes de télévision parce que ça booste l'audimat. Plusieurs journalistes s'emparent donc de l'affaire pour en parler dans des émissions télévisées, dont l'émission Forensic Files, qui montre comment les avancées médicales et scientifiques sont utilisées pour résoudre des énigmes criminelles. Et il y a aussi un film diffusé sur CBS en 1993 intitulé Without a Kiss Goodbye, qui s'inspire de l'affaire Stallings. Comme prévu par les chaînes télévisées, les audiences sont très bonnes. Et parmi les téléspectateurs, il y a un médecin qui va jouer un rôle capital. Il s'agit du docteur William Sly. Il a regardé l'émission sur les Stallings et est persuadé que Ryan est bel et bien décédé de la MMA. Il contacte le siège de la chaîne télé et expose son hypothèse. Et le docteur William Sly est écouté car il n'est pas n'importe qui, il est le président du département de biochimie de l'université de Saint-Louis. Convaincu de ce qu'il avance, lui et son collègue, le docteur James Shoemaker, le directeur du laboratoire de dépistage métabolique de l'université, récupèrent des échantillons congelés du sang de Ryan et refont des analyses plus poussées. Ils retrouvent, comme ils le suspectent, de fortes doses d'acide propionique et non de l'éthylène glycol, ce qui prouve formellement que Ryan est bien mort de la MMA et non d'un empoisonnement à l'antigel. En fait, le premier laboratoire de l'hôpital Cardinal Glennon où est décédé Ryan a fait une erreur lors de l'analyse, car comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'acide propionique et l'éthylène glycol ont une structure chimique qui se ressemble beaucoup, ce qui fait que si on ne fait pas attention, on peut les confondre, et c'est ce qui s'est passé. Les Dr Sly et Shoemaker ont d'ailleurs envoyé ces échantillons à 7 autres laboratoires pour voir s'ils commettraient aussi une erreur d'interprétation des résultats, et rendez-vous compte que sur ces 7 labos, 3 se sont trompés. Personnellement, je trouve que ce n'est pas très rassurant de se dire que ce genre de structure, dont on a tendance quand même à accorder une confiance aveugle par rapport aux résultats d'analyse, puisse faire des erreurs aussi graves de conséquences, c'est quand même inquiétant. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour Patricia, qui peut demander un nouveau procès suite à ces nouveaux faits. En juillet 1991, sa demande de nouveau procès est acceptée et la mère de famille est de nouveau libérée en attendant la date du nouveau procès. Ça sent l'erreur judiciaire à plein nez, et ce n'est pas bon pour l'image de la justice. Le procureur va faire appel à un professeur de génétique de l'université de Yale, le professeur Piero Rinaldo, pour réaliser à nouveau des analyses des résultats du tout premier laboratoire. Le professeur Rinaldo conclut lors d'une conférence de presse tenue le 20 septembre à Saint-Louis que le laboratoire a bien commis une erreur d'interprétation des résultats. Il est formel, il n'y a absolument jamais eu aucune trace d'éthylène glycol dans l'organisme du petit Ryan. Il déclare aussi que Ryan est bien décédé de la MMA. Face à ces conclusions, et sans équivoque, la défense abandonne toutes les charges contre Patricia Stallings, qui est enfin blanchie de toute accusation. En octobre, soit environ 2 ans après le début de cette terrible affaire, David et Patricia récupèrent enfin la garde du petit Junior.
poursuit en justice l'hôpital Cardinal Glennon et le laboratoire SmithKline Beecham qui avait fourni les fameuses analyses erronées. Les procédures se sont réglées à l'amiable et les Stallings ont reçu plusieurs millions de dollars de compensation. Mais bon, est-ce que ces millions de dollars de compensation vont compenser la perte de leur enfant Ryan, qui peut-être aurait pu être sauvé si le diagnostic de MMA avait été fait? Et est-ce que ces millions d'euros peuvent compenser les années de prison que Patricia a passées en clamant son innocence? J'en suis pas sûre. En tout cas, les Stallings ont pu recommencer une nouvelle vie. Tristement, comme dans beaucoup d'affaires de ce genre, malheureusement le couple finira par divorcer. Certainement que le poids des épreuves a été compliqué à gérer ensemble. Junior survivra malgré sa maladie grave et décédera en 2013 à l'âge de 23 ans. David, quant à lui, mourra en 2019. Je n'ai pas trouvé d'informations sur Patricia, alors je suppose qu'elle est toujours en vie quelque part. Où qu'elle soit, j'espère qu'elle va bien, qu'elle a pu tourner la page de cet horrible cauchemar. Et petit détail, le pire dans cette affaire quand même, c'est de se dire que ce jour où elle a emmené Ryan pour la première fois aux urgences, si elle ne s'était pas trompée de sortie sur l'autoroute, elle serait bien allée à sa destination initiale qui était l'hôpital pour enfants, un hôpital hautement spécialisé où les pédiatres connaissent la maladie de la MMA, même si elle est très rare. Ils auraient très probablement tout de suite compris de quoi souffrait Ryan, ils auraient même peut-être pu sauver la vie de l'enfant et Patricia n'aurait jamais été emprisonnée, cette affaire n'aurait même pas existé en fait. Malheureusement pour les Stallings, les choses se sont passées différemment. Mais bon, comme on dit avec des si, on referait le monde, alors à quoi bon? C'est sur cette phrase que je finis de vous raconter la terrible histoire des Stallings, qui quand même pour une fois se termine bien pour une histoire de true crime, et j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Si c'est le cas, je vous encourage à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, notamment pour me donner votre avis sur l'acharnement de la justice contre Patricia. Est-ce que vous pensez qu'au début, dès le départ, on aurait dû quand même lui accorder le bénéfice du doute, ou est-ce que vous trouvez ça normal qu'elle ait tout de suite été emprisonnée sans réelle preuve concrète? Eh bien dites-le moi en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner pour encore plus de contenu True Crime. Je vous dis à la semaine prochaine, samedi 17h, pour une nouvelle affaire. N'oubliez pas de rester toujours sur vos gardes et à bientôt.